albinos ne peut pas venir me défier dans ma propre maison. Même s'il faut que j'aille voir un marabout, j'irai. Tu ne seras jamais qu'une bonne à rien. Hors de ma vue. Écoute-moi bien. Je ne paierai plus tes cours du soir. J'ai mes propres enfants à gérer. S'il vous plaît, ne m'obligez pas à abandonner mes études, je vous en supplie. Dans un village calme, loin des grandes routes, une petite fille albinos grandissait avec des rêves simples. Elle s'appelait Marie et, à 13 ans, elle avait déjà compris ce que voulait dire manquer. Marie vivait avec sa famille. Son père travaillait comme il pouvait. Un jour au champ, un autre au marché, parfois des petits services chez les voisins. Le soir, il rentrait avec les épaules lourdes et les mains fatiguées, mais il essayait toujours de parler doucement à ses enfants, comme pour leur donner de la force. Marie, avec sa peau claire et ses cheveux blancs comme la lune, aimait écouter les adultes discuter au crépuscule. Elle aimait aussi regarder les enfants en uniforme passer, le matin, avec leur cartable. Chaque fois qu'elle voyait un cahier propre, une règle neuve, un stylo qui marche bien, son cœur se serrait. Sa différence la rendait encore plus visible aux yeux des autres, et elle n'enviait pas par méchanceté, mais parce qu'elle savait qu'apprendre pouvait changer une vie. Un jour, un homme est arrivé au village. C'était un oncle, un parent de la famille. Il venait de la ville. Son pantalon était bien repassé, ses chaussures propres, et sa voix portait loin quand il saluait. On sentait que les gens le respectaient. Dans un village, quand quelqu'un revient de la ville, on l'écoute différemment. On se dit qu'il a vu autre chose, qu'il sait des choses, qu'il a des solutions. L'oncle a parlé longtemps avec le père de Marie. Il a expliqué qu'en ville, les enfants pouvaient étudier, qu'il y avait de bonnes écoles, que les chances étaient plus grandes. Il a promis quelque chose qui a fait briller les yeux de la famille. Il disait qu'il allait emmener Marie, la petite albinos, en ville et la mettre à l'école. Il disait qu'elle allait apprendre, grandir, devenir quelqu'un. Il jurait même qu'elle ne manquerait de rien. La mère de Marie hésitait. Envoyer une fille si jeune et si différente loin du village, ce n'était pas facile. Mais l'oncle parlait avec assurance, comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et la famille n'avait pas beaucoup de choix. Quand on est pauvre, on s'accroche aux promesses comme à une corde dans l'eau. La mère a fini par accepter, le cœur serré, en pensant que c'était peut-être la chance que le destin offrait à sa fille albinos. Le lendemain du départ, Marie a mis ses quelques vêtements dans un petit sac. Elle avait peur et elle était excitée en même temps. Elle a regardé une dernière fois la cour du village, les voisins, le chemin poussiéreux, et sa mère qui essuyait ses yeux sans vouloir se faire remarquer. Marie s'est dit que c'était le début d'un nouveau chapitre. La ville l'a étonnée dès son arrivée. Tout allait vite. Les motos passaient en klaxonnant. Les vendeurs criaient leur prix. Les voitures brillaient au soleil. Les odeurs se mélangeaient, essence, poisson braisé, savon, friture. La maison de l'oncle était plus grande que celle du village. Des murs solides, des pièces plus nombreuses, des objets qui semblaient précieux. Marie s'est dit qu'ici, on ne pouvait pas mentir sur l'école, parce que tout respirait déjà la réussite. Les premiers jours, Marie attendait. Elle espérait chaque matin qu'on allait lui dire de se préparer, qu'on allait lui acheter un cahier, qu'on allait lui montrer le chemin de l'école. Mais au lieu de cela, on lui donnait des tâches. Au début, c'était des petites choses. Balayer la cour, laver quelques assiettes, aller chercher de l'eau. Elle se disait que c'était normal, qu'il fallait aider, qu'elle allait bientôt commencer l'école. Dans la maison, il y avait une ménagère. Une femme qui faisait le ménage et la cuisine. Marie la voyait se presser, s'essuyer le front, soupirer quand la journée était trop longue. Marie se disait qu'au moins, cette femme faisait ce travail parce que c'était son métier. Marie, elle, n'avait pas choisi. Puis un matin, sans explication, la ménagère n'est plus revenue. Marie a entendu une dispute, des paroles rapides, une porte qui claque. Ensuite, le silence. Et puis, la vie a continué comme si de rien n'était, sauf que tout le travail qui appartenait à la ménagère est tombé sur Marie, comme un sac lourd qu'on dépose sur les épaules d'une enfant albinos. À partir de là, ces journées sont devenues des journées d'adultes. Elle se levait avant l'aube, quand le ciel était encore gris. Elle balayait, nettoyait, lavait. Elle allait au marché avec une bassine sur la tête, revenait avec des sacs lourds, sa peau sensible brûlant déjà sous le soleil. Elle préparait le petit déjeuner des enfants de la maison. Ensuite, elle les accompagnait à l'école, en marchant vite pour ne pas être en retard. Chaque matin, Marie posait ses yeux sur les grilles de l'école. Elle regardait les enfants entrer, rire, courir. Elle les regardait s'asseoir dans des salles où il y avait des tableaux,
des craies, des professeurs. Elle se disait que ce lieu aurait pu être le sien. Mais elle restait dehors, attendant que la cloche sonne, puis elle repartait seule à la maison pour continuer le ménage. À midi, elle repartait chercher les enfants. Le soir, elle préparait le dîner, lavait les uniformes, rangeait les cahiers des autres. Elle grandissait au milieu des études des autres, sans pouvoir toucher à la sienne. Les années passaient comme ça, et Marie se transformait en silence. En grandissant, elle avait déjà les gestes rapides, les yeux qui évaluent, le corps qui anticipe. Elle savait d'un coup d'œil si la maison était propre, si la sauce manquait de sel, si l'eau allait finir trop tôt. Sa fatigue n'était pas une fatigue d'enfant, c'était une fatigue de quelqu'un qui ne se repose jamais. Dans la maison, les enfants du couple grandissaient. Ils avaient de bonnes notes. Ils recevaient des encouragements, des cadeaux parfois. Marie, elle, recevait surtout des ordres. Les jours où elle était malade, on lui demandait quand même de se lever. Les jours où elle avait mal au dos, on lui disait que d'autres femmes travaillaient au champ enceintes, donc qu'elle n'avait pas d'excuses. Au village, ses parents demandaient des nouvelles. Ils croyaient encore à l'école. L'oncle répondait avec des phrases floues, promettait qu'il allait s'en occuper. Marie, elle, n'osait pas tout dire. Elle avait peur de détruire l'espoir de son père. Elle avait peur qu'on la renvoie au village comme une honte. Elle pensait qu'elle devait tenir, parce que parfois les adultes disent que la patience ouvre les portes. Marie a eu 20 ans sans diplôme. Elle se regardait parfois dans un petit miroir et elle avait l'impression de voir une femme plus âgée. Ses mains étaient abîmées par le savon, l'eau, les balais. Ses yeux étaient souvent cernés. Pourtant, au fond, elle gardait une petite lumière, comme une braise qu'on protège du vent. Un jour, on lui a parlé de cours du soir. C'était comme une consolation. On lui disait qu'elle pouvait apprendre après les tâches, le soir, quand la maison serait calme. Marie s'est accrochée à cette idée. Elle se disait que même tard, apprendre valait mieux que rien. Elle a commencé les cours du soir. Elle y allait en courant, après avoir fini la cuisine et le ménage. Elle arrivait parfois essoufflée, avec l'odeur du feu et du savon sur elle, mais elle s'asseyait et elle écrivait avec sérieux. Elle aimait le bruit du stylo sur le papier. Elle aimait comprendre. Elle aimait sentir son cerveau s'ouvrir comme une fenêtre. Et elle était douée. Très douée. Les professeurs le voyaient. Les autres élèves le voyaient. Marie rattrapait vite ce qu'elle n'avait pas eu. Elle lisait, elle retenait, elle progressait. C'est là qu'elle a rencontré un garçon qui la respectait. Il la saluait correctement, il l'écoutait, il la voyait comme une personne, pas comme une servante. Il parlait parfois après le cours, sur le chemin, quelques minutes. Marie ne pouvait pas rester longtemps, parce que la maison l'attendait toujours. Mais ces minutes faisaient du bien. Elles lui rappelaient qu'elle existait. Les années ont continué. Marie a atteint un niveau où ses résultats devenaient visibles. Et c'est à ce moment-là que les paiements ont cessé. Sans grande explication, on lui a dit que c'était trop cher, qu'il fallait attendre, qu'on verrait plus tard. Elle a compris qu'on avait peur qu'elle réussisse trop. Ce qui faisait le plus mal, c'était de voir que, dans la même maison, on investissait sans compter pour les enfants du couple. Ils ont passé leur bac. On les félicitait. Puis on a commencé à parler de l'Europe. De grandes écoles. De gros montants. On parlait de 20 000 euros, de 30 000 euros comme si ce n'était rien. Marie entendait ces chiffres pendant qu'elle frottait le sol, qu'elle tournait la sauce, qu'elle lavait des assiettes.